Bonjour à tous, merci d'être dans cette deuxième intervention du sommet On n'est pas que des parents. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un homme et je vous avoue que j'y tiens chaque année particulièrement à avoir un petit peu de parité et à entendre des hommes parler de parentalité au sens large. Et j'ai la chance cette année que Cédric ait accepté mon invitation malgré son activité un petit peu intense en ce moment, hein, puisqu'il a un tout petit qui vient d'arriver, de rejoindre leur famille. Et justement, on a trouvé un sujet en pile dans son actualité, puisque avec l'arrivée de ce petit bout, il a construit une fratrie, une sororie, une Adelphi. Et il va nous en parler, parce que j'ai moi aussi une fratrie et qu'on a peut-être des vécus un peu différents. Donc ça va être intéressant de vous parler de tout ça. Cédric, je te laisse te présenter. Salut Lucille, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour cette invitation déjà pour ce chouette événement et bravo à la réalisation de ce type de rencontre. Moi, je m'appelle Cédric Rostin, j'ai 40 ans, donc maintenant je suis papa de deux enfants. Je suis working dad, donc j'ai plusieurs casquettes. Je suis podcasteur, j'ai créé le podcast Papatriarcat. Je suis auteur du livre Tu vas être papa et d'une BD sur l'histoire des paternités à paraître en juin. Je suis aussi conférencier du coup et coach sur différents sujets, mais pas coach parental, je précise. Et, et voilà, je suis ravi d'être là. Et en effet, on a accueilli un petit garçon il n'y a pas longtemps à la maison, il y a 6 semaines, ce qui fait qu'on a en effet une Adelphi composée d'une grande sœur et d'un petit frère. Donc du coup, est-ce que tu peux nous présenter le modèle de ta famille qui est, comme on disait en préparation, un petit peu inversé par rapport à ce qu'on voit le plus couramment dans les familles aujourd'hui, qui tend à évoluer, mais en tout cas qui aujourd'hui est modèle de changement. Oui, c'est vrai que dans le modèle classique hétéronormé et dans une société où le genre définit beaucoup de choses. Euh, Nous, on est dans une situation un peu particulière, puisqu'en effet, ma compagne gagne plus que moi. Souvent, l'argent, le grand tabou dont on ne se pas parler, dont il faut parler. Donc, ma compagne gagne plus que moi, elle est chirurgienne dentiste. Euh, et, euh, et c'est vrai que ça a amené des réflexions assez simples, hein, étant donné que, comme même quand j'étais salarié, j'étais cadre avant à la Fnac, même quand j'étais cadre à la Fnac, elle gagnait déjà plus que moi. Quand il a fallu prendre des décisions par rapport à nos modèles de parentalité et à ce qu'on voulait faire ou pas, en fait, on s'est pas posé la question de savoir qui avait un pénis et qui avait une vulve. On s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui est le plus pertinent pour les ressources du foyer. Et donc, c'était tout simplement que moi, j'adapte mon activité. Et en plus, de toute façon, ça a été une volonté de ma part aussi en devenant parent de, de faire ce changement-là parce que une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, c'était de prendre un congé parental et je voulais être près de ma fille à ce moment-là. Et puis en plus, quitte à être complètement décalé, on avait des projets d'instruction en famille qu'on a réalisés pendant 2 ans, voilà, et puis de parentalité proximale. Donc voilà, il y avait, voilà, quitte à faire pas comme tout le monde, autant le faire à fond. Et c'est vrai que je me suis retrouvé, moi, à gérer 80% du temps l'instruction, enfin, pas l'instruction, mais l'accompagnement de Sarah. Euh, et, euh, et du coup aussi avec une répartition de la charge mentale qui est différente quoi, à la maison. Je vois. Donc, juste pour que vous compreniez, moi, j'ai aussi deux enfants, même trois à la maison, parce que j'ai un beau-fils de 12 ans, un fils de 6 et une petite fille de 3 ans, avec un modèle hétéronormé assez classique. C'est mon mari qui gagne plus que moi. J'espère un jour le rattraper. Mais en tout cas, c'est lui qui travaille plus que moi. C'est moi qui ai pris plus de temps pour les enfants. C'était un choix que je voulais aussi, outre l'argent, c'était un choix que j'ai fait, un peu comme Cédric l'évoquait. Et de mon côté, j'ai réussi à faire attendre mon conjoint 2 ans avant de faire notre deuxième enfant. Et c'est un sujet qu'on a évoqué, Cédric, sur le fait que ils ont du coup 3 ans d'écart, donc c'est peu quand vous avez un nouveau-né qui arrive et que le grand à 3 ans, il n'est pas vraiment grand. Et ça a été très dur pour moi, cette arrivée de ma fille. Je me suis sentie vraiment à bout et assez seule parce que le papa est retourné travailler au bout d'un mois et demi euh, et qu'il a un travail prenant. Et du coup, toi, ils ont du coup plus de 5 ans d'écart et Ouais. j'aimerais bien savoir pourquoi. Je vais me permettre, c'était pas dans notre Vas-y. préparation, mais je vais me permettre juste de rebondir pour amener la réflexion. Je n'attends pas forcément une réponse, mais ça marque toujours que ce soit un homme ou une femme, mais quand j'entends dire
tu vois, comme tu l'as dit, mon mari travaille plus que moi, De alors que tu manière t'occupes salariée, oui. des enfants. Voilà. Il a une activité rémunérée, reconnue socialement, donc c'est pour ça que je préfère, tu vois, utiliser le mot argent. Ma Ouais. compagne ramène plus d'argent que moi, Mm. tu vois. Mais j'estime pas, même quand je m'occupe de nos enfants, travailler moins qu'elle. Mm. En termes de charge de travail, j'estime même parfois que c'est plutôt le contraire, Oui. tu vois. Donc, mais toi-même, tu sais, hein, mais je pense, tu vois aussi que ça passe par la façon dont on en parle des fois, Ah oui. le- Totalement aussi. la déconstruction du modèle. Je reviens à ta question, pardon, je voulais amener le truc, mais alors nous, en effet, on a 5 ans et demi d'écart, puisque Sarah est née le 7 juillet 2018 et que Lucas est né le 14 février 2024. Donc on a 5 ans et demi d'écart. Et là aussi, on a fait un modèle inversé, hein, puisque c'est moi qui ai freiné des cas de fer, les envies de ma compagne, pendant un temps en tout cas, pour différentes raisons. Alors déjà, on était tous les deux assez d'accord sur le fait que en dessous de 3 ans d'écart, on ne voulait pas. Alors, je précise quand même parce que c'est vrai que quand on parle de parentalité, dès qu'on parle de parentalité et qu'on parle des choix qu'on a fait, les personnes qui ont fait des choix différents peuvent ressentir que il est en train de dire que comme il a fait un choix différent, le mien n'est pas bon. C'est absolument pas le sujet. Tiens, faire ce petit disclaimer avant tout. Donc nous, on a fait ce choix-là parce qu'en fait, moi, on a des amis qui ont des enfants jusqu'à 15 mois d'écart. Euh, et waouh, moi, je me sens juste totalement incapable d'accompagner les enfants de cet âge-là, en tout cas mes enfants de cet âge-là au quotidien, euh, avec cet écart d'âge-là, tout en étant le père que j'ai envie d'être. C'est-à-dire en étant sans violence, en essayant d'être dans le plus horizontal possible dans mes rapports avec mes enfants. Et donc avec Noëlla, on avait convenu, donc ma compagne, pardon, Noëlla, on avait convenu que voilà, ça serait à partir de 3 ans, mais vraiment pas en dessous, quoi, vraiment, vraiment pas en dessous. Et puis entre-temps, ben, en fait, donc ça c'était le principe, hein. Et puis entre-temps, ben, Sarah a grandi, moi donc j'ai quitté mon emploi en 2020, Sarah avait 1 an et demi, et, on a commencé, donc j'ai commencé à l'accompagner vraiment au quotidien, comme je disais, à 80% solo. Euh, et je me suis dit, ok, ça prend quand même beaucoup d'énergie. Voilà, ça prend quand même beaucoup d'énergie. Et surtout, quand on a commencé à se parler de vouloir un autre enfant, moi, je me transposais ça dans mon quotidien. C'est-à-dire accompagner une enfant en instruction en famille qui a besoin d'être accompagnée dans la gestion de ses émotions, dans l'accueil de ses émotions au quotidien. Et bien sûr qu'il y avait des temps de crise et tout. Et j'étais ravi de comment je le faisais. Pas du tout de manière parfaite, je le précise aussi. Mais en tout cas, ça me convenait. Et moi, je me projetais là-dedans. J'étais là, ok, demain, j'ai la même crise sauf que j'ai un bébé qui pleure dans les bras. Comment je fais, quoi? Et j'étais là, en fait, je peux pas. Je peux pas. Ou alors, je vais entrer dans une parentalité dans laquelle j'ai pas envie d'entrer. Donc, il y avait ça. Il y a aussi le fait que, ben, de toute façon, Sarah, elle était jusqu'à 4 ans aussi, que ma compagne n'avait pas envie d'avoir une grossesse avec un enfant à l'été à côté. Donc ça a déjà temporisé aussi. Donc, il y avait ces sujets-là. Et il y avait aussi un sujet de charge mentale, domestique et familiale à la maison, puisque à ce moment-là, non, moi, ça m'allait pas. Comment est-ce que la charge mentale était répartie? On était, encore une fois, dans un modèle inversé ben voilà. Alors, je vais préciser quand même un truc, c'est que, étant plus présent à la maison, il est, pour moi, normal et logique que je fasse plus de tâches. Ça, c'est pas un problème. Je suis pas égalitariste pour un sou. Euh, Néanmoins, il y avait des comportements qui m'allaient pas. Parce que, tu sais, souvent, quand on parle de la charge mentale familiale, on parle des listes de tâches. Bon, encore une fois, comme je l'ai dit, pour moi, ça dépend aussi de qui est présent, et qui a une activité à l'extérieur du foyer, pour combien d'heures, etc. Mais ce qui m'embêtait beaucoup, c'est surtout ces petits comportements en mode, ben, je vais laisser traîner ça. Puis lui, c'est pas grave, il va passer derrière, il va ramasser. Ça, pour moi, pour moi, le message qu'on passe, c'est on manque de considération pour la personne, et le message qu'on passe, c'est ton temps et ton énergie valent moins que le mien. Et ça, par contre, ça me dérangeait beaucoup. Donc, il a fallu un petit peu recadrer ça et remettre les points sur les i sur la situation. Et surtout, je pense que je vais faire sourire beaucoup de gens quand je dis ça, mais j'ai été un petit peu exigeant. C'est-à-dire que souvent, dans les relations humaines, que ce soit dans les couples ou dans les professionnels, quand on recadre comme ça, quand on met les points sur les i, on dit oui, oui, pas de problème, et on va avoir des changements pendant 15 jours, quoi.
Donc là, j'étais très clair, surtout que comme manager, c'est mon métier depuis longtemps, j'ai un master sur le sujet. Je lui ai dit, par contre, il va falloir que ça s'inscrive sur la durée. Donc déjà, j'ai eu un temps d'observance de 6 mois. Puis on refait un point dans 6 mois, quoi. Donc déjà, si tu veux, il y avait ça. Il y avait aussi, pendant tout ce temps-là, on parlait pas de nouveau bébé, c'était hors de question. Donc il y avait ça. Et il y a un autre aspect qui était intéressant, parce que j'ai dit que moi, je me projetais sur mon quotidien en instruction en famille. Donc moi, je m'imaginais avec 2 enfants en instruction en famille, parce que à ce moment-là, j'avais aucune idée que ma fille allait faire le choix de la scolarisation à 5 ans. Moi, du coup, je me projetais avec, je sais pas, un enfant de 5 ans et un enfant de 3 ans, tu vois, donc quelques années plus tard. J'étais là, putain, mais quand tu vois comment les crises, alors je suis un peu vulgaire des fois, pardon. Quand tu vois comment les crises peuvent être intenses, j'étais là, ça va pas le faire, quoi, ça va pas le faire. Et elle, ma compagne, elle me parlait de portage, d'allaitement, de peau à peau. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette question que je lui ai posée, c'est je lui ai dit, mais est-ce que tu te vois avoir un autre enfant ou est-ce que tu veux un autre bébé? Mm. Donc, elle aussi, elle a pris le temps de cheminer là-dessus, elle s'est rendue compte que, ben, en effet, elle se projetait sur un comportement, elle avait envie de materner à cet endroit-là de la discussion. Et moi, je me projetais sur accompagner des enfants qui grandissent et qui se déplacent, qui ont des crises émotionnelles et qui les expriment, etc. Donc, on se projetait pas du tout dans la même chose. Et puis, le temps faisant, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, d'une part, elle a rééquilibré la charge mentale domestique et familiale, donc voilà, avec bien entendu, comme toujours, parce que la vie n'est pas linéaire, des sursauts dans un sens et parfois dans l'autre, hein. Quand moi j'ai beaucoup de déplacements, ben, c'est dans son sens qu'il peut y avoir des sursauts. Et, euh, et du coup, le temps faisant, il y a aussi Sarah qui nous a donné une grande leçon, qui a montré que ben, ces crises émotionnelles, ma foi, elles étaient de moins en moins nombreuses, que tout ce qu'on avait semé avec patience et beaucoup d'énergie pendant 3 à 4 ans, ben, ça portait ses fruits, qu'on avait une enfant alors qui est parfois un peu déroutante parce que 5 ans, là, tu vois, je trouve qu'entre 5 et 7, c'est vraiment ce moment où parfois elle est impressionnante de maturité, t'as presque l'impression des fois, tu sais, d'avoir une personne qui est très affirmée, tu vois, adolescente à jeune adulte, et qui maîtrise en plus ce qu'elle ressent et qui te pose des mots. Et des fois, tu as l'impression qu'elle a 2 ans. Ouais, Tu sais pas. Donc, mais la bonne nouvelle, c'est que plus le temps passe, ça évolue, ouais. plus ça évolue dans le sens de la gestion émotionnelle et de l'accompagnement de ses émotions en autonomie et dans le respect de ce qu'elle ressent. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et donc, il y a eu aussi cette leçon-là, en fait. C'est Sarah c'est clairement le top. Pour moi, il est venu de Sarah, tu vois. De Sarah qui nous montre que c'est bon, elle sait faire et tout. Et donc, on a commencé quoi? On a commencé à vraiment lever les freins, je sais pas, en juin 2023, tu vois. Et puis après, ben, il a fallu passer par la phase de conception et pas du tout comme Sarah, puisque Sarah, c'était le premier cycle, boum, terminé. C'était plié. Là, ça a pris plus de temps. Ça a pris euh, ben, pas mal de cycles, une dizaine de cycles, je crois. Et non, je te dis n'importe quoi, pardon. On a Ça devait commencé être plus avant tôt. du coup, parce Oui, que oui, non, 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 c'était elle avant, a eu pardon. une grossesse La, vraiment la, très, très, la très, très grosse, courte. non, la grossesse, ça arrive en juin. Non, mais tu vois, je suis en postpartum, c'est Ouais, incroyable le cerveau. la La dalle. grossesse est arrivée en juin et donc on avait commencé, pardon, à la rentrée précédente, Ouais. en septembre d'avant. Petite année pour la Et là, conception. ça a pris, ouais, ça a pris 10 mois en fait. 10 mois. Et sur ces 10 mois, on a vraiment été attentif sur 8 cycles à peu près. Mm. Donc voilà. Et aussi, là, pareil, ce stress à gérer. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et donc, du coup, on se retrouve avec cet écart-là. Et franchement, quelle bonne idée. Quelle bonne idée, quoi. Tu vois. Ouais. Pour l'instant, je ne trouve aucun inconvénient à cette situation. Mm. Mais vraiment aucun, quoi. C'est, euh, c'est, euh, Sarah est vraiment dans la compréhension, aussi dans le fait de s'occuper de son petit frère, parce que comme du coup, elle a un certain niveau d'autonomie. Non, non, c'est vraiment enfin voilà, je pense qu'on a eu, en tout cas pour nous, pour notre modèle, pour nos besoins, c'était vraiment la bonne idée. Et je comprends pourquoi est-ce que à la base, dans l'espèce, quand tu regardes, parce que j'ai travaillé sur ces histoires-là, hein, sur l'histoire anthropologique de ces sujets-là, tu comprends pourquoi est-ce qu'à la base, dans l'espèce, avant qu'on vienne foutre le bordel avec notre culture,
Le principe, c'était en effet qu'il y avait 4 à 5 années d'écart entre les enfants, quoi, en Ouais. moyenne. Ouais, mais j'aurais dû lire ce livre avant de faire ma deuxième, du coup, ça m'aurait évité bien des chagrins. Quand on a préparé l'intervention, on s'est aussi parlé de cette phrase s'occuper d'un enfant et, Ah euh, oui, et de qu'est-ce qu'on met derrière, peut aussi être très lié à maman ou papa, en tout cas dans les couples hétéros. Euh, et donc, on a même parlé de micromanagement et je te partageais que personnellement, je me mets beaucoup de pression. Alors, je ne suis pas à scroller des fils Instagram en me disant que ma maison est pourrie, que je fais rien, mais j'ai quand même ce truc de il faut que je propose des choses. Noël approche, je prépare des choses. Pâques approche, j'ai décoré la maison avec des do-it-yourself avec les enfants. Je me mets la pression et on se partageait et tu m'avais fait cette belle question qui était vraiment très intéressante. Et ton mari, il se met la pression aussi comme ça? Pas du tout. Du coup, voilà. Quelle est ta vision, toi, de s'occuper d'un enfant? alors, Ça fera le en lien fait, avec les épisodes de et podcast. c'est pour ça que je parle pas souvent de s'occuper. Alors, parfois, si je le dis par tic de langage, mais quand je parle de manière réfléchie du sujet, je dis toujours accompagner. Mm. Parce que ce sont deux choses très différentes. Et c'est marrant parce que tu vois, je faisais la remarque à ma fille ce matin, puisque hier, à un moment, allez, anecdote perso d'hier matin, où j'essaie de démarrer ma tondeuse, j'y arrive pas, ça me saoule, etc. Et donc, je vais chez le voisin lui emprunter sa tondeuse avec ma fille, eux, ils ont aussi une enfant de 2 ans et demi, et ils allaient nourrir les poules. Donc, Sarah est restée avec chez eux pendant qu'ils nourrissaient les poules, et que moi, j'étais en train de tondre la pelouse, quoi. Et tu vois, Sarah, tout à l'heure, elle me dit, oui, pendant que mon voisin me gardait. Et tu vois, on en parlait dans la voiture. J'ai dit, mais est-ce que tu avais l'impression qu'il te gardait ou tu avais l'impression que tu étais juste en train de partager un moment? Parce que moi, en fait, si tu veux, je l'ai pas laissé en garde. C'est juste qu'elle avait envie. Tu vois, c'est de la même manière que quand mon autre voisin, qui est maçon, construisait un mur de mitoyen, elle était avec lui, il lui montrait comment est-ce qu'on faisait du ciment et tout, tu vois, et c'était intéressant. Pour moi, il la gardait pas, tu vois. Ils étaient juste en train de partager, c'était un moment de transmission, de partage, etc. Donc, on a un peu parlé dans la voiture et c'est vrai que ça vient vraiment, je pense que ça vient vraiment nous rappeler à quel point on a cette vision de l'enfant euh, qui n'est pas compétent, Mm. déjà. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'occupe d'eux et en plus, il faut qu'on l'occupe. Parce que l'enfant n'est pas compétent pour s'occuper tout seul ou toute seule. Compétent ou compétente, du coup. Et si tu veux, ça vient vraiment questionner ça. Et donc, il y a deux choses à voir. La première, c'est pour moi, c'est cette vision de l'enfant qu'on peut avoir. Alors là-dessus, bon, moi, je vous invite à découvrir les écrits de John Holt sur les apprentissages autonomes, les écrits de Peter Gray sur un livre d'abord d'apprendre. Euh, il est aussi dans le podcast. Peter Gray, c'est un des épisodes internationaux que j'ai fait. Je suis vraiment honoré de l'avoir eu parce qu'il est juste passionnant. Et donc, on parle notamment de laisser jouer les enfants seuls. C'est important parce que les enfants sont toujours, enfin, quasiment toujours accompagnés des adultes, même à l'école, etc. Et, euh, et ils sont toujours sous surveillance, quoi. Alors, je suis pas en train de dire que on doit les laisser partir jouer sur la voie ferrée ou au milieu d'un rond-point, que c'est pas du tout le propos. Mais juste que quand on regarde les choses avec un tout petit peu de réalisme et d'objectivité, on s'aperçoit qu'on intervient extrêmement souvent dans leurs activités, dans leurs jeux, et parfois même, on intervient dans leur jeu en leur disant, c'est pas comme ça qu'on joue, alors que c'est leur jeu. Donc ça vient aussi ramener des choses dans l'estime de soi de l'enfant. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et, euh, et donc, moi, en m'intéressant sur l'instruction en famille, j'ai eu cette chance de consulter ces ressources. Je pense aussi, bien sûr, pardon, à Sir Ken Robinson et à mon ami André Stern, qui a des écrits passionnants. Et j'ai aussi eu la chance d'être formé par son père à être servant du jeu de peindre et tout. Donc, en fait, il y a vraiment tout un sujet de liberté de l'enfant qui est vraiment hyper intéressant. Et comment est-ce que on est accompagnant et accompagnante, en fait, de nos enfants plus que dans s'occuper d'eux. Alors, et surtout, l'enfant est compétent. Ça, c'est vraiment une vision qu'il faut avoir. L'enfant est compétent de ce qu'il ou elle est capable de faire. Et donc, du coup, une fois que tu as compris ça, parce que souvent, tu vois, moi, quand j'étais en instruction en famille, avec une enfant de 3 ans au départ, hein, on me disait, mais comment tu fais les activités? Et je voyais hein, alors des darons, pas de darons, malheureusement, je crois que j'ai dû en croiser deux,
en 2 ans, mais qui se mettait une pression avec un planning de ouf tous les jours, etc. Et moi qui étais en mode bah, YOLO, quoi. Enfin, on a des activités de temps en temps, si tu veux, mais concrètement, Sarah, elle apprenait en fait en faisant la cuisine avec moi. Par contre, c'est vrai que tu vois, cuisiner, mais on pouvait commencer à 10h30 pour manger à midi, quoi. Tu vois, ça faisait partie du truc. En fait, tu étais vraiment dans un mode très slow. C'est vraiment très très calme. Pareil pour faire un gâteau, tu vas prendre du temps. Mais en tout cas, je me suis jamais posé la question des activités. Mais vraiment jamais, quoi. C'était vraiment plutôt, tiens, on a trouvé des trucs dans la forêt, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Qu'est-ce que toi t'as envie de faire avec? Et puis Sarah, en fait, elle faisait un pinceau avec un bout de bois, elle voyait que ça peignait mal, alors elle allait chercher des bouts d'herbe dans le jardin, elle les attachait avec du scotch, et pouf, elle avait un nouveau pinceau fait avec une branche et l'herbe. Et moi, je faisais rien, en fait. Tu vois, je fais rien. Et elle joue pendant, alors au début, elle jouait pendant plutôt 20-30 minutes, et assez rapidement, vers 4 ans déjà, elle pouvait jouer 1 heure et demie toute seule, quoi. Donc, et t'imagines le confort et du coup le confort qu'il me permettait de travailler pour moi aussi, de Mais c'est là développer une que activité rémunérée, tu vois. c'est pour ça qu'on a abordé ce sujet, c'est se dire qu'en évitant d'être dans ce micromanagement et d'être je m'occupe des enfants, ça permet aussi aux parents d'avoir des sas et de pouvoir prendre un bouquin, on va voilà, développer son activité, ou en tout cas, si je passe un Exactement. mercredi beaucoup de mamans dans ce monde, dire bah, en fait, ils jouent un peu tout seuls, ils s'amusent, ils créent leur monde, et moi, à côté, bah, je prends un petit temps pour moi pour justement être un peu mieux ce soir, en fait, un peu C'est mieux. hyper intéressant, je trouve que tu as utilisé le fait de parler de prendre un bouquin parce que tu sais, Sarah, elle a commencé à lire, elle avait, je sais pas, 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Et en fait, tu sais, les enfants deviennent tels que nous les voyons aussi tels qu'ils nous voient. Et en fait, à partir du moment où elle a commencé à jouer seule, moi, j'ai remis le nez dans des bouquins, donc à côté d'elle, tu vois. Et c'est intéressant parce qu'en fait, elle s'est rendue compte, parce qu'elle me l'a dit, elle s'est rendue compte en faisant ça que en fait, on pouvait lire seul. Ouais. C'est tout con, tu vois. Mais comme en fait, à chaque fois, les temps de lecture, c'était un adulte qui lui lisait un livre, ou parfois quand on voyait d'autres enfants, un enfant plus grand, elle se disait, en fait, c'est un truc pas pour moi, c'est un truc qu'on fait pas seul, c'est un truc qu'on fait forcément avec quelqu'un. Ouais. Et nous, on lisait, mais le soir quand on était couché, tu vois, avant. Mais en fait, en développant ça, elle s'est rendue compte de ça, et naturellement, tu vois, elle a commencé à attraper des livres toute seule et à me dire, papa, moi aussi, j'aimerais bien lire des livres seul. Mm. Ok, bon, ben, on va voir comment est-ce qu'on fait ça, tu vois. Et là, tu peux accompagner. C'est-à-dire que là, en fait, il faut faire un transfert de compétences. Je vais revenir sur cette histoire de micromanagement parce que là, on est vraiment sur mon cœur de métier et de mon master. C'est que en entreprise, quand on accompagne des gens, de toute façon, on passe par des phases de micromanagement. Par exemple, euh, quand une personne n'a aucune compétence, bien sûr qu'on va la micromanager euh, de façon à ce qu'elle acquiert les bases de la compétence. Pas la compétence complète, mais les bases de la compétence. Alors avec une enfant, ça donne quoi? Ça donne que la première fois que Sarah a coupé une courgette avec un couteau qui coupe, puisqu'elle n'a jamais utilisé de couteau spécial enfant ou caisse, bien entendu que la première fois, j'ai guidé son geste. Bien entendu que la première fois, elle avait un protège-doigt que je lui ai montré comment faire. Bien entendu que c'est... Là, on est dans du micromanagement, en effet, de l'acquisition d'une compétence qui est à la base demandée par l'enfant. Donc, faut pas non plus croire que l'adulte n'a rien à faire dans la relation. En revanche, là où on va micromanager, souvent, c'est dans la gestion des conflits entre enfants, par exemple. La gestion des conflits. Alors que ce qui est assez fou, c'est que tu t'aperçois qu'à partir du moment où tu les laisses faire, où tu leur donnes des compétences relationnelles au départ, et à partir du moment où tu les laisses faire, et ben, ma foi, la plupart du temps, ça se passe bien, quoi. Mm. Tu vois. Mais il faut que l'enfant se sente compétent aussi. Donc, c'est vraiment une attitude à avoir envers l'enfant, une attitude de confiance, que j'ai envie de dire inconditionnelle, qu'on doit développer et qu'on peut développer envers l'enfant de manière très globale et envers l'enfance. Et l'autre aspect, donc ça, c'est vraiment du point de vue de l'enfant. J'étais un peu long, mais c'est un sujet qui me passionne. Et l'autre aspect aussi, tu vois, on parlait de toi, de ton mari, de moi, de ma compagne, bah, c'est qu'après, il y a un aspect, on évolue dans une société. C'est souvent ce qu'on oublie d'ailleurs quand on parle de l'éducation en France. Je suis toujours très très triste qu'on oublie qu'on évolue dans une société. Tu vois, c'est que la société, qu'est-ce qu'elle dit? La société elle nous dit que les pères, dès qu'ils font un truc, ils sont géniaux. Déjà, premier point. Donc c'est facile pour un père. Il suffit que tu files une feuille blanche à ton enfant avec deux feutres.
et t'es déjà un mec génial. Ouais. Donc, tu vois, le standard est déjà hyper bas. Et ensuite, on va expliquer aussi, enfin, ce que la société va transmettre aux femmes et aux mères, en tout cas de ce qu'elles en disent, de ce que j'écoute et des études et des livres qu'il y a dessus, euh, c'est que elles, quoi qu'elles fassent, elles seront jugées. C'est-à-dire que même quand c'est le daron qui foire une activité, ça va retomber sur la mère d'une manière ou d'une autre. Ouais, elle aurait pu préparer ci, elle aurait pu faire ça, machin. Tu vois, moi, on m'a déjà dit, hein, je vais donner un exemple très clair. Je suis déjà allé au parc avec ma fille, et bien entendu que j'étais autonome pour préparer le sac et tout. Et comme tout le monde, parce que les mères aussi oublient de mettre des trucs dans les sacs. Ça Oui. arrive aussi aux mamans, hein, de mettre des trucs, d'oublier de mettre des trucs dans les Très, très sacs. rarement. Très, très rarement. Et, Mais et en fait, une fois, j'avais oublié, je sais plus quoi, la gourde, le pull, j'en sais rien. Et une autre maman en instruction en famille m'a fait la remarque, elle m'a dit, ah ben, sa mère a oublié de mettre ça dans son sac, tu vois. Et je dis, bah non, c'est moi qui ai oublié, enfin, tu crois quoi, et c'est vraiment, c'est quand on est attentif à ça, c'est vrai que c'est assez percutant à quel point la mère va être jugée en permanence. Et je pense que c'est aussi pour ça que vous avez cette pression sur les activités que nous, les mecs, on n'a pas forcément, tu vois. C'est que il faut que l'enfant soit la vitrine du niveau de compétence maternelle de la femme. Alors que au niveau du père, on va plutôt être, et encore que ça va souvent se retourner sur la mère, je vais essayer d'illustrer ça avec quelques exemples, mais au niveau du père, on va plutôt être sur la capacité de l'enfant à fermer sa gueule, oui, c'est vrai. sur l'aspect discipline, autorité, tu vois. Et encore une fois, ça va dépendre, parce que là-dessus, il y a des études de perception qui ont été réalisées. Au niveau du genre, je sais plus si c'était en Allemagne ou dans les pays scandinaves, bref, où un enfant qui fait une crise dans le supermarché, par exemple, quand il y a les deux parents, il se trouve qu'en effet, les gens vont se dire dans leur première intention, ben, le père, quand même, devrait intervenir parce que c'est son rôle, machin, de cadrer l'enfant, etc., de sanctionner, voire même dans certaines cultures d'être violent. Et en même temps, les gens vont se dire, oui, mais d'un autre côté, si la mère avait fait son travail, on n'en arriverait pas là, tu vois. Et c'est ça qui est fou. D'ailleurs, j'en parle dans ma BD à un moment parce que j'ai plus la citation exacte, il faudra que je te la retrouve dans la BD qui va paraître. Parce que le pire, c'est qu'il fut un temps où c'était clairement écrit qu'au final, le père n'avait pas le patriarche, tu vois, dans la puissance paternelle, n'avait pas à intervenir, sauf pour recadrer sa femme dans sa compétence. Sauf que lui, il foutait rien, tu vois. Donc en fait, le père incompétent, lui pouvait se permettre de recadrer tout le monde, sauf qu'en fait, il foutait rien. Et c'est marrant parce que tu vois, ce jugement-là très patriarcal, ben, tu le ressens partout dans la société. Enfin, je pense que tu le ressens beaucoup plus que moi, tu vois. Ouais, ouais. Et ça explique des différences vraiment de sujets. Et c'est fou parce que le nombre de darons que j'ai croisés en instruction en famille et souvent maintenant parfois dans le temps scolaire, j'en parlais il n'y a pas plus tard que mardi dernier, pardon, avec une maman à l'école qui était surdébordée. On a pris le temps de discuter une bonne heure et je te promets, tout de suite, elle s'est vachement libérée. Et rien que le mercredi suivant, elle s'est dit, bah attends, c'est quoi? Ok, je vais laisser faire mes enfants, quoi. Putain, mais ça lui a fait un bien de malade, quoi. Ouais. Ça lui a fait un bien de malade. Alors bien sûr, il y a toujours les activités extérieures, extrascolaires qui sont programmées. Donc c'est plus compliqué, tu vois. Mais par exemple, elle se cassait la tête. Tu vois, je vais donner un exemple très concret. Ces deux filles font du poney. Et la grande en fait le matin, la petite l'après-midi. Il se trouve que, du coup, la mercredi prochain, la petite vient chez moi en attendant. Mais elle me disait, en fait, je me cassais la tête parce que comme elle est solo, bien entendu qu'elle est solo, tu vois, pour s'occuper des deux gosses, elle se cassait la tête pour occuper la petite pendant que la grande faisait du poney. Et je dis, mais fais le test, en fait. Arrête de prévoir des activités et laisse la petite voir Oui, ce qu'elle peut faire avec de la paille, enfin, en plus, garder t'es sa dans la sœur. nature, c'est la campagne, tu lui mets une combi pour être sûr qu'elle puisse bien se cradosser comme elle a envie. Sa gamine, en fait, pendant une heure et demie, elle a lu un livre et elle a joué dans la boue, Ouais. Oui, non, mais clairement. Mais tu vois. je vois bien, et je pense que tu parlais au début de notre échange de cet ajustement dans le couple. Alors, il n'y a pas cette année d'intervention sur le couple, mais je pense que ça manque, et c'est un point que je veux partager. Donc, comme je disais, il travaille, il gagne plus. Moi, je crée mon entreprise et j'ai ralenti pour m'occuper des enfants.
Et à un moment donné, quand tu as trois enfants, il y en a toujours un qui est malade, il y a toujours des rendez-vous médicaux, il y a toujours des trucs qui viennent se mettre dans ton agenda là, que tu n'as pas prévu. Et j'ai eu justement ce moment où je lui ai dit, attends, en fait là, si je veux lancer ma boîte et qu'un jour, on espère que je gagne au moins autant que toi, parce que c'est quand même l'objectif, c'est qu'on arrive à tous les deux gagner bien notre vie et puis que je puisse être autonome et voilà, faire ce que je veux. En fait, je peux pas gérer tous les rendez-vous médicaux, tous les enfants malades, toutes les vacances scolaires qui arrivent tout le temps. Euh, et donc, il a compris que je lui ai dit, en fait, si on veut que ma boîte, elle réussisse, il faut aussi que j'ai du temps, en fait. Et Mm. c'est un peu compliqué. Donc, je pense que c'est hyper important de rééquilibrer. Bah, c'est important ça. Et puis après, je pense qu'il y a un mot qu'il faut aussi utiliser, c'est le mot pouvoir. C'est que faire ça, ça veut dire deux choses. Et ça va être un peu douloureux ce que je veux dire, mais avant de dire ce que je veux dire, je vais juste te poser mon cadre à moi actuel, c'est que ma compagne, elle aimerait avoir plus de temps avec les enfants. Donc il faut que la pression financière sur elle-même diminue. Du coup, elle m'incite très fortement à développer mon activité moi aussi. Mais elle m'en parle au moins une fois par semaine, tu vois, voilà, elle aimerait voilà, que j'arrive à gagner plus et tout. Et en effet, je développe mon activité. Puisque, alors moi, j'ai pas de problème à parler d'argent, hein. La première année, j'avais fait 21 000 euros, la deuxième 35 000, la troisième 46 000, et là, je suis sur un prévisionnel entre 55 et 60 000. Donc, tu vois, je fais le taf, quoi. Par Ouais. contre, forcément, ben, ça implique que je sois en déplacement. Tu vois, là, j'étais absent 2 jours la semaine dernière, je vais être absent 2 jours cette semaine. Alors, c'est pas toutes les semaines, hein, bien sûr, mais ce sont des déplacements rémunérés qui me permettent d'avoir soit du réseau, soit de la visibilité, soit de gagner un vrai bon gros chèque. Et si tu veux, il y a ça aussi, c'est que du coup, elle se rend compte que ben, forcément, puisque je développe une activité rémunérée où je travaille, ben, il va falloir réadapter, tu Oui, et vois. puis, au moment où Et, ça et va. oui, et c'est là. Et donc, il y a ça. Ensuite, alors après, dans la réadaptation, moi, il y a des fois où je dis, ben, en fait, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais me déplacer avec Sarah, par exemple. Si je vais enregistrer un mercredi sur Paris, ben, je vais peut-être faire l'aller-retour avec Sarah. Ouais. Tu vois, parce que Sarah, elle est assez grande pour participer à un enregistrement et soit s'occuper, soit je m'en fous qu'elle intervienne pendant l'enregistrement. Ça peut être génial d'ailleurs d'avoir une enfant qui intervient pendant l'enregistrement de parentalité. Mais voilà, donc d'un côté, elle dit, ah non, mais attends, mais à ce moment-là, non, prends pas part avec Sarah, moi aussi je veux voir ma fille. Ben oui, mais là Ah oui, maintenant on a 2 enfants, tu dis qu'avec les deux c'est compliqué, et ce que je comprends, c'est compliqué pour le vivre aussi. Donc tu vois, il va falloir qu'on trouve d'autres solutions. oui, c'est un Et de ajustement l'autre côté, qui est intéressant dans le couple, c'est d'être assez intelligent pour s'ajuster, d'en discuter et de trouver c'est ça. le bon équilibre qui n'est pas le aujourd'hui, l'équilibre que vous avez aujourd'hui ne sera pas le même que dans 3 4 6 mois, un an quand le petit aura grandi. Enfin, Complètement. il Et, évolue. et- et c'est là où arrive l'autre côté, et c'est là où les propos que je dis vont peut-être un peu piquer à l'intérieur, ça va peut-être un petit peu secouer, mais il y a d'une part ensuite deux choses, c'est la notion de pouvoir et de contrôle. Parce que et moi, ayant été le revenu, la personne qui d'ailleurs, pendant 7 années de notre vie de couple, j'étais le seul revenu du foyer. Donc, tu vois, c'est même pas je gagnais plus, c'est que j'étais le seul à ramener de la thune. Et en fait, ça te donne aussi une certaine forme de pouvoir et de contrôle sur le foyer. Tu vois, c'est-à-dire que ça te donne euh, un pouvoir tout simplement du fait que c'est toi qui amènes la ressource que un petit peu tout le monde utilise dans le foyer. Tu as aussi le contrôle parce que comme à la base c'est quand même l'argent que toi tu gagnes, ben, tu as droit de regard sur tout ce qui s'y passe, ma foi. Ce qui est assez logique. Et donc déjà, il y a ça, il y a aussi cette perte de pouvoir, donc une certaine vulnérabilité qui peut se mettre en place, à laquelle ma compagne est assez ouverte, mais pour en discuter avec beaucoup d'hommes et de pères qui essayent de faire cette bascule, ben, eux, ça vient les chercher sur la vulnérabilité, du coup. Je n'ai plus le pouvoir et le contrôle par le fait de maîtriser la ressource financière, et osons le dire, je ne tiens plus ma femme avec ça. Mm. Ouais, c'est clair. Ça, les mots sont forts, mais c'est ce qui se passe chez beaucoup de pères. Et l'autre point aussi, et c'est là où ça peut faire vraiment très mal dans les couples, et c'est là où ma compagne, nous, on est sur un chemin de travail ensemble, c'est à quel point est-ce que je crois en toi, tu vois? À quel point est-ce que j'ai confiance en toi, je crois en ton projet, à quel point je crois en la personne que tu es, en ta capacité à mener des projets, pour dire, OK, on va prendre le risque. Ouais, Et on que prend. pendant ce moment de bascule, au-delà du pouvoir, ben, peut-être qu'on va avoir une perte de pouvoir d'achat, en tout cas, peut-être qu'on va avoir une perte globale de rémunération du foyer dans ce rééquilibrage, et à quel point est-ce que je suis prêt à mettre ça en jeu parce que je crois en toi. Ouais. Parce que tu vois, et ça va bien au-delà de dire,
Et bien sûr que je suis avec toi, mon chéri, ma chérie. Bien sûr que je prends toi. Non, non, c'est dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que dans les faits, tu es prêt à dire, je vais travailler une demi-journée de moins par semaine pour que toi, tu sois sur ton projet, quoi. Mm. Tu vois, c'est C'est ça une dans les faits. un bel exemple pour illustrer, je partage totalement. En plus, je suis indépendante et enfin, je lance mon entreprise depuis plusieurs années. Mon mari a décidé, c'est encore en égo avec la RH, mais de passer à 90% pour deux raisons. Pour s'occuper de la maison, parce que bah, quand tu as une maison, tu as beaucoup de logistique et quand ça vient empiéter sur le week-end, c'est pas forcément très cool. Et le deuxième point, c'est que lui est directeur commercial et donc pour m'aider moi, pour voilà, accélérer le lancement. Et je me dis que c'est une jolie preuve de... Enfin, il y croit très fort, outre le fait qu'il le dit, il y croit très fort, donc je pense que c'est un joli chemin. Juste pour revenir, parce qu'on a déjà dépassé le temps, il y avait deux jolies questions à la fin que j'avais vraiment envie auxquelles tu répondes, même si c'était très intéressant tout ce qu'on dit. Juste redire aux gens, si vous voulez poser des questions, vous avez un petit outil en dessous qui permet de poser des questions, donc n'hésitez pas. Concrètement, qu'est-ce qui a changé maintenant que tu as deux enfants? Et donc là, clairement, en postpartum, tu dors un peu moins bien, qu'on se le dise. Tes observations sur ce nouveau quotidien, voilà, on a partagé des choses en préparation, notamment autour du niveau de saturation qui pouvait être un petit peu différent. Oui, bien sûr. Donc, le nerf de la guerre, c'est le sommeil, tu vois. Euh, ouais. C'est un vrai gros sujet. Donc, c'est compliqué parce que là, tu vois, c'est pareil. Ma... Donc, premier point, c'est le sommeil. Enfin, on va pas réussir à bien dormir. Donc, le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait avec ça, tu vois. Là aussi, merci la formation en management, qui permet cette résilience et se concentrer sur les solutions. Tu sais que ton sommeil va être pourri. Ok. Donc, comment je fais avec ce sommeil pourri? Donc déjà, j'expérimente les conséquences de ce sommeil pourri. Donc les conséquences d'un mauvais sommeil, c'est quoi? C'est donc la fatigue certes, mais aussi l'irritabilité qui fait s'exprimer de différentes manières. Ça peut être émotionnel, puis ça peut être parfois tactile. Tu vois, par exemple, je suis rentré de mon déplacement lillois de la semaine dernière où c'était super chouette, mais bref, j'avais mal dormi, etc. Et en fait, moi, quand je suis très très fatigué, faut pas me toucher. Tu vois, c'est-à-dire que tactilement, Mm. ça m'agresse, quoi, ça m'irrite. Et donc, il y a plein de choses comme ça. Il y a aussi le fait que comment est-ce qu'on est dans son corps, parce que quand tu as mal dormi, bah, du coup, tu vois, les gestes, bah, s'occuper du jardin et tout, bah, en fait, tu peux te blesser plus facilement, tu vas fatiguer plus vite, tu vas aussi prendre du poids là où tu aimerais en perdre. Voilà, enfin, il y a plein de choses qui vont se faire, notamment avec le sommeil. Et il faut pas oublier, donc c'est une vraie zone de chaos, en fait. Tu vois. Il faut réussir à remettre de l'ordre avec en plus une personne que tu découvres, en l'occurrence bébé, qui en plus bébé change du tout au tout en une semaine, si tu veux, donc c'est pas évident. Mais il fait aussi de son mieux, comme tout le monde. Et si tu veux, on est dans cette incertitude permanente du postpartum. Et tu vois, je te parlais aussi du fait de laisser les enfants seuls et tout. Euh, on a eu une discussion comme ça avec ma compagne où quand je préparais mon déplacement de la semaine dernière, je me suis aperçu que elle devait préparer avec sa mère le fait qu'elle ait du relais et elle l'avait pas fait. Et je lui ai dit, mais chérie, enfin, ta mère est disponible. Nous, on a la chance d'avoir des relais, tu vois, hyper dispo, donc il faut les utiliser. Et elle m'a dit, oui, enfin, bon, chérie, à un moment, de toute façon, je serai toute seule avec les deux enfants. Oui, mais est-ce qu'on est obligé de faire ça à un mois, tu vois? Est-ce que, tu vois, est-ce qu'on a les moyens d'attendre la fin de ton congé mat? Enfin, on a la chance d'avoir des relais vraiment qui peuvent être très, très présents, d'avoir des voisins et tout ça. On a vraiment cette chance, donc n'allons pas pour des raisons d'ego ou de défiance, de défi personnel, nous mettre des bâtons dans les roues parce que de toute façon, on va payer la note à la fin. Donc euh, là, ce qui a changé, c'est que c'est le bordel. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, on avait un quotidien qui était très bien calé, et là, c'est le bordel. Donc c'est assez déstabilisant, et surtout aussi, c'est euh, le fait qu'on peut saturer beaucoup plus vite à cause de la fatigue, notamment en premier lieu à cause de la fatigue. Ben voilà, tu vois, quand Sarah traîne, parce que tu vois, des fois, ben Sarah, en plus, elle peut traîner, tu vois, hier, je suis parti avec les deux enfants à Castorama, où j'ai dû changer mon fils mon garçon, pardon, sur le, sur le, sur le bureau de l'accueil parce qu'il n'y avait pas de table à manger dans les toilettes.
En fait, je me retrouve avec bébé qui pleure, Sarah qui me dit, mais papa, machin, allez, on y va, machin. Tu vois. Et en fait, tu sais, avec la fatigue, tu as envie de dire à ta fille, mais ferme ta gueule. Tu vois pas que je galère là? Tu as envie de dire ferme ta gueule. Et en plus, surtout, tu vois, moi, quand j'étais petit, c'était ce qu'on me disait, quand on me mettait pas une gifle. C'est-à-dire que moi, à la place de ma fille, mon père, s'il avait changé une couche, imaginons, euh, il se retournait, il me mettait une gifle, tu vois. Mm. Et il fallait en plus pas que je pleure, parce que sinon, j'en reprenais une tant que je me taisais pas. Et donc, si tu veux, c'est compliqué parce que donc t'as cette petite voix qui te dit ça, et toi, tu sais que tes enfants, ils font de leur mieux, si tu veux. Et donc, ça, en fait, je lui ai juste dit, tu vois, j'étais transparent avec elle, je lui ai dit, écoute, ma chérie, je sais que c'est difficile là pour toi d'attendre, mais t'as vu, c'est compliqué pour tout le monde, c'est aussi compliqué pour Lucas, c'est compliqué pour moi. Et en plus, on est au milieu des gens, tu vois. Donc, t'as cette pression sociale, t'as tous les gens qui te regardent. Et c'est là où je remercie encore une fois l'écart d'âge aussi, parce que ça a dit d'accord et tout. Est-ce que je peux aller grimper? Tu sais, il y avait une structure dehors, là, je sais pas quoi. Enfin, il y avait une espèce de bureau d'aménagement. Est-ce que je peux aller crapahuter là-bas? Va crapahuter. Tu vois, alors qu'à 2 ans, 3 ans, je ne laisse pas forcément aller crapahuter hors de mon champ de vision dans un magasin où il y a je sais pas qui, tu vois. Et, euh, mais tu sens que ça monte, quoi. Tu vois. Alors moi, j'ai cette chance d'être praticien PNL, d'avoir un master en management, d'avoir fait une thérapie, d'avoir, enfin cette chance, ce sont ces décisions que j'ai prises dans ma vie hein, quand même, d'avoir beaucoup travaillé sur chez l'enfant intérieur et tout. Et je vois que je temporise, mais je me dis aussi, waouh, quand t'es pas outillé comme je peux l'être personnellement, mais bien entendu que tu dérapes, tu vois. Et c'est pour ça que la première chose que je fais, je sais que ça choque les gens sur les réseaux parce que tu sais, je, je, je travaille beaucoup sur les sujets de protéger les enfants, des droits de l'enfant et tout. Mais la première chose que je fais quand je vois un parent, quand je vois une violence dite éducative devant moi ou quoi, et quand je vois un parent qui craque, ben, je demande aux parents comment il va en fait. Mm. C'est le premier truc que je fais parce que je pars du principe que nous, tous les parents, on essaye de faire de notre mieux. Et carrément, quand on craque, ben, c'est qu'on a besoin d'aide, encore plus en postpartum. Tu sais, quand tu vois quelqu'un avec un petit bébé. Voilà. Et hier, par contre, tu vois, par exemple, j'ai eu la bonne surprise juste après avoir sorti Sarah, d'avoir un monsieur qui m'a dit est-ce que ça va? Est-ce que vous voulez que je vous amène de l'eau ou quelque chose, tu vois? Et j'ai trouvé ça génial. Un homme en Ouais. plus, tu vois, qui vient m'aider, qui vient me voir. Enfin, je trouvais ça hyper intéressant. Donc voilà, pour te dire ce qui a changé, c'est le niveau de fatigue, concrètement. Après, dans le quotidien, on se cherche encore. Là, Noëlla est en congé maternité, donc on est dans une phase où moi j'essaye de préparer la fin de son congé, notamment. Donc où je vais essayer de beaucoup avoir préparé de contenu, notamment pour le podcast, avant la fin de son congé maternité. Comme ensuite je vais être beaucoup plus avec Lucas, de pouvoir faire ça et après comment ça va s'adapter? Bah, écoute, ça va s'adapter par le simple fait que avant, quand j'enregistrais des podcasts à distance tout seul à la maison, bah, j'aurais un bébé dans les bras et voilà, Portage ou un sur. portage quoi. Là, un portage sur mon bureau que j'ai bien équipé, et qui a un bureau aussi debout et voilà. Super. Merci pour ce partage. Et il y a un point que je partage souvent avec mes amis quand ils vont avoir un deuxième ou un troisième, c'est comment préparer le grand, qui est, comme on disait au début, pas toujours très grand. Donc rapidement, pour pas exploser le temps, je trouve intéressant et je pense que c'est une part aussi, outre l'âge, de réussite dans l'acceptation que ce grand accepte ce petit, qu'on lui ait pas trop vendu du rêve. Parce que un bébé qui arrive, je pense que c'est pas le rêve au début pour pour les aînés. Il y a plein de mon côté, hein, on est d'accord, mais je pense que quand on leur a. Enfin, moi, j'aime pas trop, en tout cas, j'ai tendance à dire voilà, un bébé qui arrive, c'est pas super, tu vas avoir un copain avec qui tu vas jouer, quoi. Parce qu'en fait, pendant 18 mois, clairement, on va pas Non, mais profiter c'est de sûr. jouer avec un enfant. Et du coup, je trouve ça extrêmement déceptif. Et est-ce que toi, vous avez dit des petites choses à Sarah ou partagé des choses avec elle pour la préparer, comme elle est un petit peu plus grande? Il y a peut-être des choses que vous avez Mais mis. déjà, en fait, il y a cette notion d'âge, encore une fois, et d'autonomie, qui change tout. Mais vraiment qui change tout, si tu veux. C'est que nous, Sarah, en fait, on n'a pas spécialement dit tu vas jouer et tout. Nous, on lui a dit, voilà, tu vas être grande sœur, tu vas avoir un petit frère. Bon, alors après, ça s'est pas bien passé hein, au début. Et quand tu lui as annoncé que maman avait un bébé dans le ventre, on a eu 3 minutes de crise. Waouh! Elle voulait pas, quoi. Bon, ça a duré que 3 minutes, tu vas me dire. Donc, elle n'en a jamais refait d'autres. Voilà. Ensuite, c'était rigolo parce qu'elle voulait bien que bébé soit là, mais elle voulait pas être grande sœur. Donc, on a beaucoup parlé pour déconstruire ce qu'elle pensait d'être une grande sœur et tout, parce qu'en fait, ses camarades à l'école, ils avaient dit que grande sœur, c'était chiant,
parce qu'il fallait toujours attendre, que les parents étaient plus là, etc. Donc t'imagines quand même, à l'école, on lui raconte ça, entre enfants, tu vois. Ouais. Donc c'est intéressant. Et du coup, nous, on lui a dit, bah, écoute, non, on va essayer d'être là et tout. Et tu vois, dans comment est-ce qu'on avait préparé, par exemple, il nous a dit, mais quand bébé arrive, apparemment, vous serez pas là. Nous, on lui a dit, bon, on sera à la maternité, en effet. Mais tu pourras venir tous les jours. Elle me dit, oui, mais si à l'école. Je dis, mais si à l'école, tu rateras l'école. Moi, tu vois, je suis les règles de l'école et de la vie en société. Enfin, tu vois, entre l'attachement de mon enfant et le fait que la directrice soit pas contente parce qu'elle est pas là pendant quelques demi-journées, je m'en fous un peu. Mais je sais que pour d'autres personnes, ça peut être plus compliqué. Et donc, déjà, on avait préparé ça comme ça. Il se trouve que Lucas est arrivé alors qu'elle rentrait dans les vacances scolaires et que du coup, bah, elle était là, en fait, tu vois. Elle était là les premières semaines, les 2 premières semaines. Alors, c'était génial pour le lien. Du coup, elle a aucune insécurité, ça, c'est ouf. Par contre, c'était épuisant pour nous. Mais vraiment, c'était waouh. Euh, C'était vraiment dur. Mais il y a quand même des choses qu'on a adaptées, si tu veux. C'est que, par exemple, et c'est là où je pense que c'est important d'être à l'écoute de l'enfant. Je vais donner un exemple très concret, c'est que donc, moi, je dormais à la maternité. On lui avait dit qu'on dormait à la maternité. Elle avait bien sûr donc des relais que sont les grands-mères pendant les 5 jours, ouais, 5 jours qu'ont duré notre absence. Elle avait bien sûr les relais. Il était prévu qu'elle vienne tous les jours, dès la première journée. Donc, quitte à rater l'école, c'était pas un problème. Euh, et si tu veux, en fait, le soir, donc le premier soir, c'est ma mère qui l'amène à la maternité, enfin qui vient la récupérer à la maternité, etc. Et le premier soir, elle me dit, je lui dis, OK, tu veux qu'on se quitte où? À la chambre, en bas de la maternité ou à la voiture? Elle me dit à la voiture. Je la ramène à la voiture, crise énorme, en pleurs, machin. Et vraiment, ça me brisait le cœur, mais bon, voilà. Elle s'en va, ma mère m'explique, bah, elle a beaucoup pleuré pendant le trajet, OK, d'accord. Le lendemain, elle revient à la maternité, je dis, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et Sarah me dit d'elle-même, je veux que tu me dises au revoir en bas, à l'accueil. Ok, très bien. On tente ça. Crise méga énorme. Ok, et là, en fait, si tu veux, j'en parle à ma compagne et on se dit, ok, comment on peut faire, quoi? Sauf qu'en fait, la circulation dans la maternité, ça s'arrêtait à 21h, si tu veux. Donc, je suis allé voir l'accueil, je leur ai dit, excusez-moi, moi, je dors ici, mais vous avez vu, tout le monde avait vu la crise, hein, bien sûr. Donc, je leur ai dit, vous avez vu la crise? Ils me disent, ah oui, la pauvre petite et tout. Je dis, bah oui, justement, voilà, l'idée, c'est que je puisse prendre en considération son vécu et aller la coucher moi le soir, quitte à laisser Noëlla seule 2 heures avec bébé. Et ensuite, je reviendrai, mais ça peut être vers 21h, 22h, quoi. Ah non, mais il n'y a pas de problème, monsieur, on va s'arranger, vous inquiétez pas, on va mettre un petit mot pour les gens de la vie. Et donc, si tu veux, du coup, les 2 autres nuits où on n'était pas là, euh, je suis allé coucher Sarah jusqu'à ce qu'elle s'endorme, donc à la maison, et je suis parti une fois qu'elle dormait. Et ça aussi, je pense que c'est un truc important, c'est-à-dire qu'elle a vu que même s'il y avait son petit frère, alors bien entendu, on lui a expliqué que maman pouvait pas venir parce que bébé est allaité et qu'il peut pas se passer de maman, mais elle a vu que son vécu était entendu, que son vécu était écouté et qu'on réajustait, quoi. Et tu vois, Mm. je pense que ce petit moment-là, ça a l'air de rien, mais ça a vraiment permis de, quoi. Ouais. Euh, donc, si tu veux, on n'a pas, nous, dans la préparation, c'était surtout ça. Et si tu veux, l'avantage, c'est qu'à l'âge qu'a Sarah, en fait, on n'était pas dans ça va se passer comme si ça va se passer comme ça. On disait comment est-ce que tu penses que ça va se passer? Mm. Tu as Ouais, vraiment des questions ouvertes. Qu'est-ce que toi t'imagines? Et ça, je pense qu'aussi, si tu veux parler, mais même dès 2 3 ans, hein, je pense que, encore une fois, il faut penser l'enfant compétent pour revenir à ce qu'on disait au tout début. Penser l'enfant compétent ou compétente, et ça veut aussi dire lui poser des questions ouvertes, donc qui se terminent pas par oui ou par non, qui se répondent pas par oui ou par non. Poser des questions ouvertes à l'enfant dès très tôt. Ben, en fait, si tu veux, c'était au lieu de dire, ah ben, quand il y aura ton petit frère, tu vas pouvoir faire ci, tu vas pouvoir faire ça, c'était plutôt comment est-ce que toi t'imagines la vie avec ton petit frère, Mm. tu vois? Et ne pas juste à lui dire, ça, on va pas pouvoir, mais ça, carrément, tu vois? Ah, c'est super idée, tu vois? Enfin, voilà. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Et écoute, pour l'instant, ça se passe très bien. Bah, c'est super. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup. Si le replay sera disponible, de toute façon, je vous enverrai tout ça. Mais si vous avez des questions à Cédric, je pense que vous connaissez son compte, hein, Papa Patriarcat. Et je mettrai les 2 épisodes de podcast qu'on a évoqués dans le mail de ce soir pour que vous puissiez les retrouver. Merci beaucoup, Cédric. Je vous souhaite une très Merci à toi. avec ton petit et ta femme. J'imagine que Sarah est à l'école. Ouais. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Salut.